plein d'occurrences sur les sites internet, mais en même temps plein de gens qui viennent voir ce qui se passe, etc. Donc je pense que c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une vraie richesse, c'est vrai, il y a de vrais enjeux, et en même temps il y a de vraies tensions. Ces tensions, elles ne sont pas nouvelles, on les a eues depuis, je dirais, Bernard Picon décrit assez bien, je trouve, les mutations, le sociologue qui a écrit sur la Camargue, donc l'espace et le temps en Camargue, qui résume assez bien les diverses mutations qui s'y sont opérées. Je vais en citer que 2 ou 3, mais à l'époque du baron Célie, l'idée était de se prémunir de l'avancée à l'ère de la révolution industrielle. On avait des gens qui avaient compris que sur la Camargue, il y avait du boulot, il y avait moyen de faire. Quand on regarde le château d'Avignon avec les grosses pompes qui avaient été mises en place à ce moment-là, on comprend pourquoi. Il y avait l'idée effectivement d'inonder la Camargue, d'amener de l'eau du Rhône à Boudres et de pouvoir profiter du climat pour avoir une grande productivité agricole. Donc dans ces moments-là, c'est vrai que naturalistes et traditionalistes ont fait front, je dirais, pour se prémunir des risques d'une normalisation industrielle sur la Camargue. Bon, après, on a eu d'autres éléments de tension au moment de la viticulture, puisque avec la maladie du phylloxéra, nous avons eu effectivement un certain nombre de problèmes au niveau national pour arriver à cultiver la vigne, et il s'est avéré qu'on a découvert, et là c'est là toute l'ingéniosité humaine pour essayer de tirer parti des éléments, de se rendre compte que quand on immergeait les vignes une partie de l'année, eh bien on tuait le phylloxéra, et du coup la Camargue est devenue un très grand producteur de vin de piètre qualité, mais qui était coupé à l'époque avec des vins d'Algérie, bon bref. Et évidemment, d'amener autant d'eau sur la Camargue, ça menaçait notamment les salins, qui eux avaient besoin d'eau salée, quoi. Et donc à ce moment-là, c'est là que s'est créée la réserve de Camargue. Oui, la SNPN, à l'époque, c'était la Société d'acclimatation qui a géré en 1927. Notamment, c'était M. Talon, qui était à la fois industriel, enfin, je veux dire, qui était ingénieur sur la partie des salins, mais qui était aussi un naturaliste aussi convaincu. Et donc, il y a eu l'idée de placer cette espèce de tampon, là, avec la zone réserve, pour pacifier les échanges entre des usages qui avaient besoin d'eau salée et puis d'autres qui avaient besoin d'eau douce pour la viticulture. Bon, aujourd'hui, ce rapport, on dirait, s'inverse. C'est-à-dire, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a essayé de lutter pour repousser l'industrialisation. Après, on a essayé d'harmoniser des tensions sur des usages qui étaient un peu antagonistes par rapport à l'absence ou la présence de sel. Je dirais qu'aujourd'hui, on a une espèce de retour en arrière, c'est-à-dire que c'est la nature qui menace à nouveau. C'est-à-dire on a essayé de se prémunir de la nature, et aujourd'hui, après essayer de se prémunir de l'industrie, on se remet à se prémunir de la nature sous la menace des changements climatiques, des inondations avec les digues, etc. Donc il y a quand même une espèce de pièce de théâtre qui se rejoue régulièrement sur la Camargue, qui joue sur ces tensions avec les usages de l'eau, et évidemment une question qui est posée par des habitants qui ont tellement, je dirais, partie liée à ce territoire, qu'ils en sont, je dirais, qui ont du mal à prendre la distance pour appréhender la problématique qui leur est posée aujourd'hui. Et par exemple, si vous voulez, un des conflits qui sont potentiels en ce moment, c'est sur la question notamment des salins du côté des territoires rachetés par le Conservatoire du littoral, où effectivement, ce qui semble menacer évidemment les habitants, alors c'est les saliniers, mais c'est aussi les manadiers, mais c'est aussi les riziculteurs, qui se disent, mais tiens, ces territoires récupérés par le Conservatoire du littoral, selon la manière dont l'eau va y être gérée, on va voir rentrer de l'eau salée, et nous, qu'est-ce qu'on va devenir dans un contexte où on a besoin d'eau douce? Alors évidemment, après, si on explique que oui, mais l'eau douce, elle va être rare, il va falloir s'habituer, oui, mais là, c'est pas suffisant. Donc vous voyez que ce qui se joue, et je conclurai juste cette première partie là-dessus, en disant que, évidemment, ce que ça met en question,
dans notre attachement au territoire, et dans la passion qui est développée par les Camarguais, c'est évidemment la relation homme-nature. Hein, voilà. Alors cette relation homme-nature, effectivement, elle ne percute pas que la Camargue. Hein. On a ça, je dirais, sur quasiment tous les fronts de la transition écologique sur la planète. Mais là, ici, il se joue, effectivement, vous l'aurez compris, avec, je dirais, des enjeux un peu particuliers, par la singularité du territoire, par, effectivement, le spot que nous avons par rapport aux menaces de la raréfaction de la ressource sur le fleuve et la montée de la submersion marine. Et là, du coup, comment, en termes de gestion, on va se positionner. C'est-à-dire, est-ce qu'on va résister et essayer de monter toujours des digues plus hautes et des systèmes de pompage, je ne sais pas quoi, pour continuer à faire comme avant, ou bien on est capable de passer à autre chose, de discuter et d'essayer de négocier notre relation à la nature de telle sorte à ce qu'on joue avec. Donc, moi je dirais que l'enjeu, on pourrait le résumer à ça, c'est entre résister ou je dirais, on pourrait même dire subir ou ne pas subir, certains le résument à ça. Moi je pense qu'il y a un autre positionnement, c'est d'être intelligent avec. Comment on fait avec la nature, hein? Parce que moi je ne me représente pas, et ça m'est personnel, c'est la vision que j'ai, qui me paraît assez éclairante pour comprendre les diverses opinions. Vous avez toute une gamme de, je dirais, c'est un curseur pour moi, c'est-à-dire à une extrémité nous aurons des gens qui seront capables de vous dire, mais moi, l'homme n'a pas besoin d'exister, il faut se sacrifier à la nature, c'est nous qui l'avons bousillé, etc. Donc l'homme va s'effacer, va disparaître devant la nature, et à l'autre bout, nous aurons des gens qui vont dire, oui, mais la nature, on a suffisamment de moyens, par les techniques, par les sciences, par tout ce que vous voudrez, de la maîtriser, de continuer à la maîtriser, et c'est l'homme qui va, évidemment, maître et possesseur de la nature, hein, continuer ce travail-là. Donc moi je pense que cette polarisation-là, elle est surjouée. Elle est surjouée, pourquoi? Parce que, effectivement, cette polarisation, elle joue dans des temporalités différentes, et que le temps de l'adaptation ne permet pas aux gens qui sont confrontés au jour le jour à des changements de gestion de bouger, quoi. Et donc il y a besoin d'avoir un dialogue, et c'est à ça qu'il faut travailler aujourd'hui. Donc voilà, moi la question que je pose derrière cette présentation, que j'aurais aimé être plus synthétique, mais je me réalise qu'il y a quand même pas mal de choses à apporter malgré tout au départ, mais je crois que la question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on est capable ou alors est-ce qu'on est dans l'affrontement, ou est-ce qu'on est capable de rentrer dans le dialogue? Alors en même temps, en disant ça, j'ai conscience que selon les publics à qui on livre ce message, il n'est pas entendu de la même manière. Quand on travaille avec des acteurs du territoire qui sont partie prenante, effectivement, ils ont des réactions très, je dirais, viscérales et en même temps très impliquées. Et par contre, si on en parle d'un public un peu moins averti, bon, on ne comprend pas trop pourquoi on n'est pas capable de discuter, mais c'est sur le terrain que ces choses-là se réalisent. On a les mêmes types de tensions, on va dire, dans les arrière-pays agricoles avec des néo-ruraux par rapport aux pesticides, hein, où on a effectivement des tensions importantes entre des gens venus à la campagne qui sont confrontés à des modes de vie ruraux là encore, on a des polarisations. Je pourrais citer des dizaines d'exemples où ces polarisations existent aujourd'hui et où nos sociétés se raidissent, hein, et ont du mal à rentrer dans un échange. Voilà, donc nous en tant que CPIE, je boucle avec le début, c'est pour ça que je l'aborde sous cet angle-là, c'est ce qui nous paraît intéressant, c'est quelles sont les conditions, quels sont les leviers pour engager un dialogue productif autour de la question de l'eau. Ou autour d'une autre question. On aurait pu prendre la question de l'alimentation des circuits courts, on serait sensiblement dans les mêmes questions. Alors là, je ne sais pas. Voilà. Oui, simplement savoir s'il y a une possibilité ou un projet à arriver à dessaler une partie de votre domaine, justement, pour pouvoir dessaler une partie de votre domaine, justement, pour... On le dire depuis le début pour qu'ils vous entendent la question. Dessaler l'eau de mer. Oui, voilà. Est-ce qu'éventuellement il y a un projet où il y a une façon particulière? Alors là, je ne sais pas, j'ai dans mon paysage des gens qui peut-être savent et qui pourront répondre. Moi, personnellement, je n'ai
pas connaissance de projets actuellement sur la Camargue de dessalement de l'eau de mer. Je sais que ces choses-là se pratiquent dans d'autres pays. Mais on sait qu'il y a un coût très important, notamment énergétique. Hein. Voilà, donc je... Dans quel but que vous voulez dessaler l'eau de mer? Équilibrer les cultures éventuellement. Pour compenser le déficit en eau douce du Rhône, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, je crois que ça va coûter cher, mais je sais pas. Moi, une question que je me pose un peu spontanément, c'est, on entend parfois, et après c'est justement par rapport à l'image un peu de la Camargue, on commence à entendre des discours sur le fait de rendre la Camargue à la nature, c'est-à-dire justement, comme tu le disais tout à l'heure, de ne pas agir. Est-ce que ça changerait le visage de la Camargue au-delà des problématiques de submersion, hein, si d'ores et déjà aujourd'hui on enlevait tout homme, il y a des documentaires qui font parfois des hypothèses comme ça, si on enlevait aujourd'hui tout homme de la Camargue et toute activité humaine de la Camargue, est-ce qu'elle aurait le même visage? Alors il faut savoir que, je l'ai positionné, mais comme j'ai balayé rapidement plein de choses, mais c'est vrai que cette Camargue à l'état de nature a assez peu existé finalement. C'est vraiment un produit de l'activité humaine en grande partie, et notamment depuis l'érection des digues hein, en 1856. Donc dès ce moment-là, le fait d'avoir polarisé la Camargue fait que parler d'état de nature, ça n'a pas trop de sens. Ou alors il faudrait faire le boulot à l'envers, déconstruire les digues et du coup refaire du delta, un delta qui serait en mouvement comme il pourrait l'être sans l'occupation de l'homme. Bon, alors là, ça revient à nous situer sur le curseur, à une forme de... On élimine le problème en éliminant les combattants, quoi. Effectivement, s'il n'y a plus d'humains, il n'y a plus de problème avec la nature, on va dire. Est-ce que c'est une... Après, on est sur des questions plus anthropologiques ou philosophiques, qui ont intérêt d'ailleurs à être évoqué d'ailleurs hein, sur cette question, parce que je pense que ce qui est en train de se passer, pas que sur la Camargue, mais partout, on interroge notre rapport au monde, notre rapport d'altérité. Hein, donc du coup, comment on entretient les travaux de Descola ont montré que nous sommes quelque part une exception hein, dans notre rapport à la nature, les sociétés occidentales, et que plein d'autres sociétés n'ont pas du tout cette relation-là. Sauf qu'on ne peut pas effectivement utiliser cet argument pour déplacer le problème avec des populations. Mais donc moi, c'est simplement un point pour répondre un peu à ton interpellation, Sylvie, c'est que si on se met du côté de la renaturation, il n'y a pas que enlever l'homme. C'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui des solutions fondées sur la nature sont justement un effort d'intelligence pour travailler avec et non pas laisser faire. C'est-à-dire cette incapacité, c'est une des propositions qui est faite dans le cadre de la gestion aujourd'hui à partir des terrains du conservatoire du littoral, dans les anciens salins, c'est de dire, de toute façon, on est en front de mer et on est confronté à des mouvements de plus en plus percutants. Hein, alors qu'est-ce qu'on fait? Des enrochements, on monte des digues, etc. Et on se rend compte que ça va être compliqué, parce que c'est pas qu'un petit passage. Hein. Si on disait il faut faire le dos rond pendant 10 ans, on fait une grosse digue et après ça repart, mais apparemment l'orientation c'est d'aller vers de plus en plus. Ce qui est problématique, c'est jusqu'où on résiste, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de tenir. Alors l'alternative de solution fondée sur la nature, c'est pas de dire on va tenir, c'est on va donner un jeu avec la nature, on va jouer avec la nature de telle sorte à ce que on utilise cette énergie un peu comme dans l'aïkido, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'être offensif, on va laisser rentrer, et cette énergie, on va être capable de l'analyser de manière à ce que se reconstitue un front côtier en arrière des zones de confrontation aujourd'hui. Parce que là, on a des enrochements, on essaie de tenir une ligne de littoral, mais on peut aussi imaginer que
par ce jeu de travail avec la nature, soit capable de reconstituer un front quelques kilomètres en arrière. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de se protéger en construisant une digue, mais quelques kilomètres aussi en arrière. Donc il y a tout un travail qui est fait. Simplement, ce que je veux dire, c'est que ce type de proposition aujourd'hui a du mal à être entendu, parce qu'il est quand même perçu comme une volonté de, comment dire, de lâcher l'affaire sur la question de la maîtrise, quoi. Ouais, c'est perçu comme ça. Donc il y a quand même toujours un vécu de cette problématique de façon antagoniste. Donc l'intelligence et le dialogue consisteraient à dire ceux qui sont pour la nature ou ceux qui sont pour la maîtrise par l'homme ont intérêt à réfléchir que dans ce débat, il y a peut-être un positionnement de curseur qui satisferait à la fois au respect de certains éléments naturels et en même temps qui n'invaliderait pas la présence d'activités humaines. Mais c'est vrai que pour rentrer dans ce travail en commun, pour monter une action commune, ça suppose qu'il y ait déjà une confiance, qu'il y ait un travail ensemble, une action commune, rentrer dans l'action commune, pas simplement dans la négociation ou dans la consultation ou concertation, parce que ce qui se passe très souvent quand on veut installer des dialogues, on installe du dialogue au moment où il y a une crise. Et c'est le pire des moments, quoi. C'est-à-dire les moments où les gens sont en conflit, vous les mettez autour d'une table, ben, il va falloir bosser et ramer pour arriver à ce qu'ils ouvrent les oreilles sur le point de vue de l'autre. Parce qu'on ne peut passer, à mon avis, que par le point de vue de l'autre pour arriver à travailler le dialogue. Ou alors on est dans le combat et on l'assume. Est-ce qu'on différencie forcément intérêt humain et intérêt sauvage de la nature? Parce que si on laisse faire la mer et qu'il y a l'eau salée qui reprend le dessus, il y a plein d'espèces animales qui vont disparaître. Donc les deux ont intérêt, à la fois les humains et la vie faune, entre autres, de conserver cet équilibre fragile et qui offre cette diversité, quoi. Parce que si on laisse la mer reprendre le dessus, ben, on va avoir des oiseaux marins, mais on n'aura plus la diversité qu'il y a en Camargue quand même, qui est très, très particulière, quoi. Donc aussi bien l'homme que la nature, elle a intérêt à préserver cet équilibre. C'est pas forcément qu'un défi humain. Sauf que la question d'équilibre, c'est pas quelque chose de figé. On n'arrête pas les plateaux de la balance dans une position. C'est quelque chose qui bouge en permanence. Et donc du coup, la diversité dont vous parlez, dont la nature effectivement a intérêt à être bénéficiaire, en fait, c'est par le jeu du mouvement. C'est-à-dire que les espèces s'adaptent, elles disparaissent, d'autres arrivent, etc. Donc il y a un jeu de niche écologique comme ça qui bouge en même temps que les écosystèmes et les paysages. Et tout ça, c'est en fait ce qui se produit même sans la présence de l'homme. Hein. On n'a pas besoin d'humain pour avoir ce jeu-là, quoi. Donc, ceci dit, dans l'équilibre, ce qui serait, à mon avis, erroné de penser que l'équilibre serait de fixer la mer à un certain lieu et l'eau douce à un autre. Cette conception d'équilibre, à mon avis, fausse l'idée de ce qu'est réellement un delta, quoi, c'est-à-dire un espace en mouvement où se joue en permanence c'est cette espèce de brassage entre des sédiments qui sont arrachés au bassin versant et qui viennent... Oui, bonjour. Est-ce que la plage de Piémonçon est amenée à disparaître? Est-ce que la digue qui existait au Salin permettait que la plage de Piémonçon existe, et est-ce qu'elle va disparaître à terme, et est-ce qu'on a une idée de quel est ce terme? Franchement, je ne suis pas le bon interlocuteur pour faire des prédictions. Ce qu'on sait, c'est que les modèles, ce que disent les modèles, les gens qui ont travaillé sur ces questions-là, c'est que aussi bien en géomorphologie que aux prévisions climatiques, on sait qu'en grande tendance, c'est la raréfaction, c'est ce que je vous ai apporté comme élément de base, on va dire, hein. C'est-à-dire au moins d'eau, des étillages plus bas du fleuve. En même temps, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi de l'apport d'alluvions qui est aussi plus bas, quoi, dans le principe de subsidence, c'est-à-dire un affaissement du delta. C'est-à-dire tout ça concourt à laisser rentrer l'eau de mer. Et en plus, avec une remontée marine qui est prévue à 1 mètre à l'horizon de la fin du siècle. Après, à quel endroit? Parce que quand on fait
les suivis photos des mouvements du littoral, on voit en gros à quel endroit ça engraisse, comme on dit, et à quel endroit ça creuse. Et en même temps, ça se déplace parce qu'il y a aussi les courants qui viennent d'Italie, je ne sais plus comment on l'appelle. Enfin, bref. Donc il y a des mouvements aussi qui se produisent. À partir de ça, je pense qu'on doit pouvoir déterminer quelles sont les zones qui vont être le plus rapidement altérées. Mais alors, je ne pourrais pas te répondre si dans 10 ans, telle plage et tel endroit va... J'ai du mal à entendre. Je parle de digue à Salins-de-Giraud, j'ai entendu. Oui, je voulais ça. Je sais pas, il y a une rumeur comme quoi là, il y avait une digue que les entreprises de Salins-de-Giraud entretenaient et que maintenant c'est entretenu par la force publique et que l'idée d'entretenir cette digue est peut-être vaine parce que très onéreuse. Et est-ce que ça aurait des conséquences sur la plage de Piémonçon de ne pas l'entretenir? Je ne saurais pas répondre à cette question. Peut-être Stéphane, tu as une idée plus précise. Mais... Oui, la question des plages, en effet, c'est une question qui est difficile à aborder, mais ce qui est sûr, c'est qu'en effet, la digue à laquelle vous faites référence, qui est la digue de Véran, a été abandonnée. Alors elle a été abandonnée par les Salins dans un premier temps, et puis par le Conservatoire du littoral qui s'est porté acquéreur par la suite. Mais ce qu'on s'aperçoit par exemple à cet endroit-là, c'est qu'en effet, la digue disparaît progressivement, mais au moment où il y avait la digue, il n'y avait pas de plage. Puisque c'était une digue de cailloux qui permettait de protéger, dans un endroit où l'érosion est assez forte, l'exploitation salicole. Mais là justement, il y a des plages qui se reforment. Le problème, c'est que ces plages sont des plages, pour le moment, qui sont temporaires, naturelles, et aux accès difficiles. C'est pas comme la plage de Piémonçon où vous avez un accès qui permet d'y aller. Donc la question des plages, elle est difficile à aborder parce que c'est vrai que si on endiguait toute la Camargue, il faut se dire une chose, si on confortait avec des digues à la hollandaise, on va dire, il n'y aurait plus de plage. Voilà. Donc puisque à un moment donné, la mer attaquera la digue. Alors on peut toujours défendre une digue pendant un certain temps, mais il y aura plus de plage. Pour qu'il y ait des plages, il faut qu'il y ait un système naturel qui permette au sable de venir. Alors la plage de Piémonçon, par exemple, c'est sûr qu'elle est dans un système qui est naturel. La plage, bien sûr qu'elle reculera. Elle reculera si la mer monte et si le système actuel perdure. Mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une plage qui se forme en arrière. Alors bien sûr, les dunes, ça c'est quelque chose de plus compliqué parce que s'il y a une forte érosion, les dunes n'auront plus la possibilité de se constituer et de jouer leur rôle. Par contre, des plages, il y en aura tout le temps. Sauf s'il y a des protections fortes qui, certes, permettront de retarder l'avancée de la mer, mais ne permettront plus à des plages d'exister. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'assez compliqué parce que pour qu'il y ait des plages, il faut qu'il y ait un fonctionnement minimum naturel. Donc tant que la digue à la mer était en arrière du système, il y avait des plages qui se faisaient devant. Mais le jour où la digue est en contact avec la mer, il n'y a plus de plage. Voilà, ça faut en être conscient. Tout à fait. Est-ce qu'il y aurait d'autres... Alors moi, c'est une question que je vous pose. C'est parce que notre association, du coup, on renverse un peu l'affaire. Sur ces sujets qui sont quand même assez tendus, là, très souvent, quand on dit les acteurs du territoire, on travaille avec, évidemment, les socioprofessionnels, on travaille avec des représentants, etc., mais assez rarement, finalement, avec ce qu'on appelle les habitants ou le public. Donc, la question que nous nous posons de la part des CPIE, c'est de se dire à quel endroit il faut porter notre énergie pour arriver à justement faciliter cette capacité que nous devrions avoir tous ensemble de s'impliquer dans la transformation des territoires que nous habitons. Parce que finalement, quel est le projet de territoire? Nous sommes sur un territoire où effectivement on voit très bien que les décisions qui sont prises, on ne vient jamais nous chercher individuellement pour nous dire est-ce que vous êtes d'accord avec une autoroute à tel endroit, un pont à tel autre, une digue de telle manière, ou
ou une plage de telle autre manière. Ça se passe pas. Donc du coup, qu'est-ce que ça engendre dans la population? Une espèce de, je dirais, de sentiment de perte de confiance en direction des décideurs ou des gens qui vont s'engager dans ces transformations-là. Et du coup, bon, ben, on a tous les avatars que l'on connaît dans un monde démocratique pour lesquels on se pose la question de à quoi ça sert. Alors, ce que font des associations comme les nôtres, c'est d'essayer de relier un peu des bouts, quoi. Essayer de dire, mais est-ce que vous, qui n'avez pas cette possibilité d'agir sur ces grandes décisions, de quelle manière voyez-vous les évolutions que nous devrions avoir dans nos sociétés pour que cela soit possible? Alors je ne veux pas en faire un sujet forcément polémique et politique au sens... mais quand même il y a de ça, quoi. C'est-à-dire que, est-ce que nous continuons à faire ce qu'on faisait nous il y a 30 ans, c'est-à-dire diffuser de la connaissance? Et alors là, super PowerPoint pour vous expliquer les digues, le fonctionnement, le cycle de l'eau, le machin, ce qu'on a fait depuis des plombes et des plombes. Mais en même temps, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est quand même acculé à un système qui, finalement, on n'a pas la main, on ne comprend pas trop comment ça fonctionne. Et voilà, donc, j'ai la faiblesse de penser, cette phrase, je déteste cette formule, mais du coup, elle me vient comme ça, que peut-être qu'il y a un travail à faire. Chacun individuellement se sent responsable à un certain niveau. Alors, c'est par exemple la part du colibri, en disant, oh là là, tout ça me dépasse, mais moi, je vais faire ce que je peux, après tout, hein. C'est la part du colibri. Et colibri plus colibri plus colibri, ben, peut-être que ça va changer le monde. D'autres qui vont être plutôt dans un activisme en disant non, non, c'est pas possible, on n'est pas d'accord avec ça, on va se mettre ensemble et on va essayer de renverser une logique de système que nous ne défendons pas. D'autres vont peut-être aller à la pêche ou à la, je sais pas où. Voilà. Donc, il y a toutes les catégories de... Et donc moi, franchement, honnêtement, je m'interroge sur quels sont les leviers pour justement... on parle beaucoup de transition, tout le monde veut travailler avec tout le monde et on est tous d'accord pour aller dans un bon élan convivial vers la transition écologique et solidaire. Mais le comment, il nous échappe toujours, quoi. Il nous échappe tous les jours. Hein, voilà. Donc même y compris ici, là maintenant, j'ai conscience en vous parlant que je vous parle d'une planète peut-être un peu... je ne dis pas que vous n'êtes pas en connaissance du sujet, mais je sens qu'il y a une distance que nous avons entre les associations et les publics, il est peut-être difficile de... En tout cas, pour laquelle il serait intéressant de réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, justement, sur un territoire, on puisse réellement s'approprier les enjeux et être partie prenante des transformations qui s'imposent, avec les limites que je ne vous ai pas cachées. Hein. Je ne vous ai pas dit, il faut laisser rentrer la mer, ni il faut faire des digues de 4 mètres. Hein. Moi, franchement, j'ai mon idée personnellement, mais vous en foutez, vous avez chacun la vôtre aussi, mais l'idée c'est comment ensemble on fait, hein, comment on va vers l'action commune, et que le collectif c'est pas le commun. Voilà. Comment on passe de quelque chose de collectif, qui se respecte, qui dialogue, hein, c'est tous les enjeux du dialogue territorial, notamment les grandes années de la concertation dans les années 90 et 2000, mais qui n'ont pas produit de système justement en capacité d'embrayer sur la capacité à le transformer à partir des gens qui seraient légitimes à faire prévaloir leurs aspirations, leurs visions, leurs droits. Merci beaucoup Roland. Alors il y a des balances qui doivent être faites à partir de 18h, donc on est obligé d'arrêter au niveau du micro, en tout cas, pour cet échange. Néanmoins, on peut peut-être, tu parlais de distance, et je trouve ça intéressant, c'est qu'on peut peut-être rompre la distance, c'est-à-dire continuer à en parler ensemble, avec Roland, si vous voulez, de ce sujet. Moi je trouve que c'est vrai qu'on a surtout posé toutes les questions qui se posaient, ramené d'un sujet qui est celui de l'eau finalement en Camargue, à toutes les questions sociétales en fait que ce sujet pose, hein, notre rapport effectivement à un territoire, comment on a envie d'y vivre, comment on veut y créer une réponse commune, comment on fait demain pour créer une réponse commune à cette question-là. Donc on peut continuer à en parler si vous voulez, donc on va être obligé d'arrêter le micro. Et moi je suis notamment très intéressée avec certains, pour certains de savoir ce qui vous a amené là. En quoi la Camargue, elle vous fait question à vous individuellement. Voilà, merci Roland. On va arrêter le micro, mais voilà, n'hésitez pas à continuer à en discuter. Merci à vous.